Voilà, et on recommence tout depuis le début. Bonjour Christophe, bienvenue. Aujourd'hui, on a la Bonjour. chance d'avoir avec nous Christophe Gilger, qui est fondateur de Math en Vie. Je suis vraiment très contente, parce que ça fait longtemps qu'il est dans mes valises pédagogiques. Et Christophe est très, très humble. Pour moi, c'est plus qu'un référent aux usages du numérique, puisqu'il a de multiples vies. Si vous connaissez Prime Abord, ben, il est un peu derrière aussi. Puis j'ai appris il y a quelques minutes que derrière le compte EduScol primaire, c'était aussi lui. Alors, on va te laisser la parole pour que tu nous fasses découvrir un peu Math en Vie. Et puis, avant de commencer, juste vous dire que eh bien, Math en Vie, euh, un teaser, je vous dis Québec, c'est un indice hein, pour découvrir d'où est née cette initiative. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous et puis on t'écoute, Christophe. Ils sont à toi. Bon, super. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voudrais remercier la mission La Ligue française pour l'invitation et puis Julie pour l'accompagnement durant toute la préparation de ce temps de visio. Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter donc ce soir Math en Vie, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu, avoir découvert peut-être le site ou suivre le compte Twitter, mais on va essayer d'aller un peu plus, on va dire un peu plus en profondeur, et je vais vous expliquer un peu les enjeux qu'il peut y avoir derrière en fait l'utilisation de la photo pour travailler les mathématiques et notamment la résolution de problèmes. Voilà. Donc, il y aura. Non, pardon. Je, ça, je vous dirai après. Du coup, d'abord, un petit point sur d'où vient Math en Vie. En fait, c'est parti d'une. On a découvert une initiative en fait entre deux classes du Québec. Voilà, on y vient. Ils s'échangeaient des photos en fin d'année scolaire de leur environnement. Donc, en fait, ils photographiaient la cour de récréation, ils photographiaient la rue et ils demandaient à la classe partenaire en fait, de retrouver des éléments géométriques ou des propriétés géométriques, des parallèles, des angles droits. Donc, on a trouvé cette initiative intéressante avec ma collègue Carole, là, que vous voyez sur la photo. Ah ouais, l'écran n'est plus partagé. Si. Si, 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 c'est bon. Ah, je vois plus le petit bandeau. C'est pas grave. Voilà. Donc, je découvre aussi Zoom, hein, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques. Voilà. Donc, on a trouvé cette initiative intéressante avec ma collègue Carole. Et donc, on s'est dit on pourrait l'étendre en fait aux trois domaines des mathématiques que sont les grandeurs et mesures, les nombres et calculs, et bien sûr l'espace et la géométrie. Alors, on a monté une petite animation pédagogique au début avec 12 personnes, voilà. Et comme toutes les animations, en général, ça se passe bien, les collègues sont contents, ils nous disent au revoir, et puis après, on n'entend plus parler. Et là, quand on a vu qu'il y en avait 9 parmi les 12 qui, un mois, 2 mois ou 3 mois après, sont revenus vers nous en nous disant « Mais c'est génial votre truc, j'ai fait ça », ils sont partis dans plein de directions différentes. On s'est dit qu'il y avait peut-être du potentiel derrière ce qu'on proposait. Et du coup, ça nous a encouragé en fait, à poursuivre les activités qu'on avait commencé à développer. Voilà, voilà pour les origines. Donc ce soir, on va aborder le premier épisode parce que, enfin, petit teasing, il y en aura un deuxième. Donc c'est sur les enjeux en fait de Math en Vie et pourquoi on utilise la photo et quels effets ça peut avoir en fait sur les apprentissages. Et ensuite, en deuxième épisode, quelque chose qui, avec des aspects peut-être un peu plus didactiques, mais sur l'enseignement en fait, de la résolution de problèmes, sauf qu'on ne pourra pas tout aborder ce soir parce que ça ferait beaucoup en 1 heure. Vous verrez que déjà, ce que je vais vous présenter, c'est assez dense. Voilà. Alors, je vais partir de ce petit problème que vous connaissez sans doute, l'âge du capitaine. Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine? Quand on se rend compte que sur 97 élèves, c'est une étude menée par l'IREM, hein, quand sur 97 élèves, pardon, il y en a 76 qui sont capables de donner une réponse à partir des nombres qui sont dans l'énoncé, on se dit qu'il y a quand même du souci à se faire sur la façon dont les élèves envisagent la résolution de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils font une cuisine avec des nombres parce que dès le début du CP, on leur propose souvent des problèmes additifs. Et donc, certains se font une représentation des problèmes qui est que, en fait, j'ai 2 nombres, je les prends, je les ajoute et ça marche, je trouve la solution. Alors, les bons élèves y mettent du sens,
mais les autres, en fait, se construisent en schéma de ce type-là, c'est-à-dire qu'on prend les nombres et en fonction de l'opération qu'on est en cours, en fonction de la technique opératoire qu'on est en train d'apprendre, eh ben, on va utiliser l'addition, la soustraction, la multiplication. Et en général, on retombe à peu près sur nos pattes. Sauf que quand on commence après à mélanger tous les types de problèmes ou quand on donne des problèmes sur une technique opératoire qu'on n'est pas en train de voir, eh ben, on se rend compte qu'il y a pas mal d'élèves qui sont en échec sur ce type de travail. Voilà. Je pense que vous avez peut-être dû aussi remarquer ça avec vos élèves. Alors, si on se dit, bah, tiens, ils ne mettent pas de sens dans la résolution de problèmes, et ben on se dit, ben, on va leur donner des problèmes qui sont en lien avec leur quotidien. Donc là, je vous en proposant, je vais vous faire travailler un tout petit peu un petit problème qu'on donne à des enfants de 9, 10 ans, vous voyez, avec des décimaux. Donc Alice, qui habite à 2,7 km de l'école, elle fait 300 mètres pour aller jusqu'au quart de ramassage. Et quelle distance parcourt-elle en quart? Alors là, je vais demander à Julie si elle veut bien vous afficher le premier lien. Donc, c'est un nuage de mots collaboratifs. Donc, je vais vous demander un petit exercice. Vous allez faire ce problème de CM1. Et puis, on va peut-être voir, on va voir ce qui s'affiche sur l'écran. Donc, on va voir toutes vos réponses qui vont être affichées sur l'écran. Voilà. Donc, on vous invite à cliquer sur le lien que j'ai déposé dans la zone de chat. C'est le jardin des réponses. On l'a déjà utilisé. Et pour entrer votre réponse à l'intérieur. Alors, moi, il faut que je puisse voir ce qui se passe. Donc, je redonne la consigne. On vous invite à cliquer sur le lien et à déposer la réponse de ce problème à ce problème sur la zone réservée. Et on n'oublie pas de soumettre. Alors, je vous ai remis l'énoncé en fait en haut de l'écran. Je vois que ça réfléchit. Hein. Il commence à y avoir des réponses. Hein. Oui. Alors, si le nombre s'affiche en grand, ça veut dire que vous êtes plusieurs à avoir donné le même résultat. Alors, je vous laisse encore une petite minute. C'est un problème qu'on trouve dans un manuel scolaire. Hein. Je pense que tout le monde est en train de se dire qu'il y a des pièges, est en train de faire de multiples schémas, se demander combien de fois par jour elle va à l'école, est-ce qu'elle mange à la cantine ou pas. Non, non, alors que c'est sur un trajet. Hein. Voilà, il n'y a pas de piège. Hein. Il n'y a pas de piège, mais pour autant, je vois qu'il y a plusieurs solutions. Alors, qui est juste ou qui a faux? Vous inquiétez pas, les résultats sont anonymes. Je pourrais dire tout le monde a juste ou tout le monde a faux. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On va passer à l'écran suivant. Donc là, vous voyez en bas à droite, j'ai fait 4 modélisations différentes de ce problème-là. Voilà. A représente le domicile d'Alice, C représente l'arrêt de car et E, l'école. Eh bien, ça va dépendre, en fait, si l'élève fait appel à son vécu, lui, peut-être qu'il va envisager l'arrêt de car entre son domicile et l'école. Et du coup, il va faire une situation, que je dise pas de bêtises, une situation soustractive. D'accord ?
Ou peut-être que l'arrêt de car, s'il fait donc appel à son propre vécu, il se trouve en fait à l'opposé de l'école par rapport à son domicile. Donc lui, du coup, il va faire une situation soustractive, additive, pardon. Ou peut-être que l'arrêt de car ne se situe pas en fait sur son trajet. Alors, du coup, ça ne va pas correspondre à un schéma, il ne va pas pouvoir résoudre ça, il ne donnera pas de réponse. Ou peut-être que le car fait un sacré détour pour arriver à l'école. Donc, en fait, on dit grande méfiance par rapport à ces problèmes qu'on dit en fait du quotidien ou proche du vécu des élèves, parce que s'ils font appel justement à leur propre vécu, eh bien, peut-être qu'ils vont donner une réponse différente de la nôtre, parce que nous, on a notre représentation, ou peut-être que même ils vont faire le problème faux, alors qu'ils ont une représentation qui est juste. Mais, vous voyez, différente. Voilà. C'est pourquoi nous, on a décidé de partir en fait de photos. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo, ben, il n'y a pas deux interprétations possibles. Voilà. Alors, Math en Vie, c'est un projet interdisciplinaire en français et mathématiques. Français, vous comprenez facilement pourquoi, parce que il tient une grande place en fait dans la lecture et dans la compréhension des énoncés de problèmes. Au départ, c'était un projet numérique. On se disait, mais comment faire pour que les enseignants en fait, utilisent les outils numériques qu'ils ont à leur disposition dans la classe. Et au final, cet aspect numérique, on l'a mis de côté parce qu'en fait, ils arrivaient tout naturellement dans la démarche. Parce que ben, quand on va utiliser la photo, on va devoir utiliser un appareil photo numérique. Quand on va devoir travailler autour des photos, eh ben, on va se mettre autour de la table avec une tablette et on va faire défiler les photos. On va avoir besoin en fait d'afficher les photos en collectif et de les annoter peut-être pour mettre en évidence des éléments ou des parallèles ou des nombres. Donc du coup, on va utiliser les fonctions interactives d'un tableau interactif. Et puis, vous verrez qu'il y a une grande dimension en fait d'écriture, de production. Eh bien, quelle est la meilleure façon d'évaluer et de voir si son problème en fait il est réalisable? Ben, c'est de le proposer à une autre classe. Alors, on peut proposer à une classe qui est juste à côté, ou alors on peut l'envoyer ben, par mail ou via un ENT ou via les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, tous ces outils, ils arrivent en fait naturellement, donc on n'a même plus besoin d'indiquer leur usage dans le dispositif. Alors, je pense que le plus simple pour que vous fassiez une idée, c'est de regarder une petite vidéo qu'on va vous proposer. Donc, elle est très courte, elle fait 4-5 minutes. Je vais vous dire ce que vous allez voir dedans. Dans un premier temps, vous allez voir un peu un panorama de photos qu'on peut utiliser pour faire des mathématiques. Et ensuite, vous allez voir 3 situations de classe. Ce sont 3 enseignants, les fameux, qui ont participé en fait à notre première animation pédagogique. Le premier, donc ils sont partis, comme je vous dis, dans 3 directions différentes. Le premier, en fait, va faire de la numération à partir d'une grille d'évacuation d'eau où un élève s'est assis dessus. Vous verrez ce qu'il en fait. Le deuxième va faire ce qu'on appelle une sortie mathématique. Alors, il ne va pas aller très loin, hein, il va faire ça dans la bibliothèque de l'école. Voilà. Et puis, il va demander à ses élèves, en fait, d'écrire des énoncés de problèmes. Et dans la dernière, c'est une maîtresse en CP-CE1 qui va utiliser les photos pour travailler les grandeurs et les mesures. Et puis, elle va également faire écrire en fait, des énoncés de problèmes à ses élèves. Voilà. Donc, Julie va vous partager le lien. Merci, Julie, du coup. Ça y est, il est dans la zone de chat, donc vous pouvez Génial. cliquer. Et puis Et on, surtout, voilà. Et on se retrouve dans 4 minutes. Vous pouvez remettre le lien, s'il vous plaît?
Bon, je crois que tout le monde a à peu près vu la vidéo. Super. Je crois qu'elle a été appréciée, Christophe. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions suite à ce que vous avez vu ou des incompréhensions par rapport peut-être aux activités ou par rapport aux photos qui ont défilé? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre des questions maintenant, Julie, ou pas ou... Oui, bien sûr. Oui. Ou sinon, je continue, puis après, on garde les questions pour la fin. Bon, il n'y a pas de questions, donc je te propose de continuer. Juste, je vais préciser par rapport à l'enseignant que vous avez vu au milieu, là, qui fait donc écrire des problèmes à partir d'une sortie mathématique qu'il a fait dans la bibliothèque de l'école. Quand il m'a dit je vais faire ça dans la bibliothèque, je me suis dit oulala, ça va être, on va pas trouver grand-chose, on va pas arriver à faire des problèmes. Il y a eu les élèves ont vraiment fait preuve de créativité, je veux dire, et ils s'arrêtaient pas de prendre des photos et d'écrire des problèmes. Le second obstacle, je me suis dit quand il a fait cette séance, c'est qu'il avait qu'un seul appareil photo. Je me suis dit, ça, on ne va pas y arriver, ça va être la panique. Je veux dire, ils vont tous avoir envie de prendre une photo. Et du coup, ça a en fait obligé les élèves en fait, à justifier ce qu'ils allaient prendre en photo, donc justifier mathématiquement ce qu'ils allaient prendre en photo. Et du coup, ça a fait un moment très, très riche plutôt que de mitrailler à droite et à gauche n'importe quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment un temps très intéressant. Alors, deux objectifs dans ce dispositif. Donc, c'est, vous avez compris, ancrer les mathématiques dans le réel, donc afin d'améliorer la compréhension en résolution de problèmes. Et c'est aussi développer la perception des élèves sur les objets mathématiques qui nous entourent. Attention, c'est addictif. Je pense que ce soir, vous allez voir des maths partout. Mais l'idée, c'est que c'est d'éveiller ce regard des élèves et leur montrer que il y a des formes géométriques autour de nous, il y a des décimaux, il y a des fractions qui ne voient peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on entend en fait par photo? Alors là, je vous ai mis deux exemples. Celle de gauche, c'est ce qu'on trouve en général dans les manuels scolaires quand on a un problème de billes. Par exemple, quand on dit à Aline a 3 sacs de billes, dans chaque sac, il y a 4 billes, combien de billes a-t-elle en tout? On va trouver ce type de photo qui est jolie, mais en fait qui ne sert à rien, qui n'apporte rien. Nous, l'idée, c'est de partir sur des photos type celle qui est à droite, par exemple, avec la boîte d'œufs, et je vais vous poser le même problème. Paul a 3 boîtes d'œufs comme celle-ci. Combien d'œufs a-t-il en tout? Alors déjà, vous voyez que dans mon énoncé, je n'ai donné qu'une donnée, c'est-à-dire qu'il y a 3 boîtes d'œufs. Je n'ai pas donné le 6. On se dit qu'on prend le pari qu'à partir du moment en fait, où l'élève va prélever les données, il va lui donner du sens et va les utiliser donc à bon escient. L'avantage de cette photo aussi, c'est qu'on amorce déjà en fait le schéma. Il y a peut-être des élèves qui n'ont jamais en fait ouvert le frigo, ouvert une boîte d'œufs, ils ne voient pas comment c'est organisé. Là, ils ont déjà une représentation qui va les aider à faire un schéma, peut-être à dessiner des boîtes avec 6 œufs dedans. Et après, selon ses compétences en mathématiques, soit il va compter les œufs un par un, donc il va les compter jusqu'à 18, ou soit il va faire 6 plus 6 plus 6, ou soit il va faire 6 multiplié par 3, mais peu importe, ce n'est pas le calcul qu'on vise, c'est la compréhension de la situation. Un autre exemple, une photo prise dans une pâtisserie. Vous voyez que là, on a un énoncé de problème avec aucune donnée. Et on demande quel est le prix de toutes ces tartelettes. Alors, on peut pas, c'est difficile d'interagir à plus de 100, mais je peux vous laisser quelques secondes pour compter le nombre de données, puis on verra si on est d'accord ou pas. Combien vous voyez de données dans ce problème? Il y en a qui montrent avec les doigts, c'est bien. Je vois Alice, je ne vois pas tout le monde, mais je vois quelques personnes, donc vous pouvez faire avec les doigts si vous voulez. Alors, on en voit deux qui sont évidentes. Donc, c'est le prix des tartelettes à la framboise, le prix des tartelettes au citron, mais il y a également le nombre de tartelettes à la framboise et le nombre de tartelettes au citron. Voilà. Donc, en fait, il y a 4 données. Imaginez que vous mettiez ces 4 données dans l'énoncé. Vous prenez le risque que certains élèves ajoutent le nombre de tartelettes à la framboise avec le prix, donc 2 plus 2,30, sans que ça les dérange. Et vous voyez que là, à partir du moment
où on va compter le nombre de tartelettes à la framboise, et bien le 2 du nombre de tartelettes à la framboise n'aura pas le même statut que le 2,30 €. Et l'élève va faire 2,30 plus 2,30 ou 2,30 multiplié par 2. Voilà. Alors, ces paris qu'on fait, on a voulu les vérifier. Alors, ce n'est pas une expérience scientifique, hein, voilà, c'est juste, on appelle ça une petite expérimentation qu'on a fait auprès d'élèves de cycle 2, donc des élèves de CP, CE1, CE2, une grande majorité d'élèves de 7 ans, en fait, en CE1, et on leur a soumis ces deux problèmes qui mathématiquement sont identiques. Deux problèmes multiplicatifs, mais qui pour eux sont totalement différents parce qu'un problème de billes, ça n'a rien à voir avec un problème d'œuf. Voilà. Et donc, dans cet ordre-là, on leur a demandé, Aline a 5 sacs de billes, dans chaque sac, il y a 4 billes, combien de billes a-t-elle en tout? Et dans le deuxième problème, Marc a acheté 4 boîtes d'œufs comme celle-ci, combien a-t-il d'œufs en tout? Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Déjà, il y en a 89% qui ont réussi les deux problèmes, donc déjà, c'était positif. Voilà. Mais sur les 11% qui n'ont pas réussi leur problème, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur ces 11%? Ils n'ont pas touché au premier. Mais alors, il n'y a aucun élève n'a fait le premier. Voilà, c'était feuille blanche. Mais par contre, ils ont tous fait le deuxième. Donc, vous voyez, ces 11%, ils sont tous rentrés dans le deuxième problème. Alors, il y en a 4 pour lesquels on n'a pas pu interpréter la procédure parce qu'on a en fait relevé les feuilles, on est retourné au bureau et on n'a pas pu les interroger. Pourtant, on n'est pas si mauvais que ça en interprétation de procédure, mais là, c'était vraiment trop difficile. On pense que c'était des élèves là où les difficultés étaient bien plus profondes que la résolution de problèmes. Voilà. Mais sur les autres, les 15, eh ben, ils ont, on va dire, presque réussi le problème. C'est-à-dire qu'il y en a 13 qui sont allés au bout, qui ont donné la bonne solution au problème avec des procédures plus ou moins expertes. Et il y en a 2 qui ont commencé à donner des résultats pertinents. Dans la vidéo que vous avez vue, le premier enseignant, Thierry, en fait, c'était un collègue à moi qui a participé à l'animation et qui après m'a dit « Ouais, ton truc, ça a l'air bien sympa, mais voilà, il n'y croyait pas plus que ça. » Mais au final, il m'a dit, écoute, ça n'a pas fait de miracle, mais de toute façon, on savait que ça n'allait pas faire de miracle. Hein. Mais il m'a dit, j'avais des élèves qui ne rentraient jamais dans la résolution de problèmes. Et bien là, maintenant, ils font au moins quelque chose. Et pour lui, c'était une grande aide parce qu'au moins, il pouvait s'appuyer sur ce qu'avait fait l'élève, même si c'était faux, mais pour avoir en fait un échange avec lui ou pour comprendre pourquoi il ne comprenait pas ou pourquoi il partait dans une mauvaise direction. Voilà. Donc, en fait, partir de problèmes à partir de photos, ce n'est pas forcément utile pour tous. Et l'idée est bien sûr de s'en détacher et d'être après capable de résoudre des problèmes qui ne sont pas de photos. Mais ça va permettre en fait d'engager les élèves qui ont le plus de mal ou ceux qui se font des représentations des montagnes en fait de la résolution de problèmes. Ça va leur permettre de s'engager dans une résolution et de donner du sens en fait à ce qu'ils font. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de photos? Donc là, maintenant, je vais vous dérouler quelques activités possibles, sachant qu'il y en a d'autres. Et on va partir des plus basiques, on va dire plus simples, qu'on va pouvoir proposer à partir de la maternelle, vers des situations un peu plus complexes qu'on peut proposer dans le cadre de la liaison CM2 6e ou même au collège, où on a même présenté notre dispositif en fait, à des enseignants de lycée, et ils se projetaient facilement en se disant, tiens, oui, on voit ce qu'on pourrait nous aussi en faire à notre niveau. Et je vous avoue que nous, on n'a rien développé à partir de 12 ans parce que ce n'est plus notre corps de métier, on connaît moins les programmes. Première activité, c'est un travail sur une collection, c'est une activité de catégorisation, c'est-à-dire qu'on va soumettre des photos, là vous en avez 9, mais l'idée c'est d'en proposer un peu plus. On va soumettre une vingtaine de photos à des élèves et on va leur demander en fait de les classer, non pas les belles et les pas belles, celles qui sont prises dehors ou dedans, ou celles qui sont en noir et blanc ou en couleur, non, mais on va leur demander de les classer par rapport à un critère mathématique. Voilà. Et vous voyez que là aussi, on va changer un peu le statut de ces exercices de mathématiques où on a souvent une question, on a juste ou on a faux. Et là, il y a plusieurs classements possibles. Et à partir du moment où c'est justifié mathématiquement, le classement est bon. Donc, ils vont classer ces photos, ils vont débattre entre eux, et puis, vous voyez qu'ils vont mobiliser en fait tout un langage mathématique. Ici, à partir de ces photos, elles n'ont pas été choisies au hasard. Hein.
Voilà, donc on va parler de rond, on va parler de boule, on va parler de sphère, on va parler de disque, de cylindre. Et les élèves, en fait, ils vont débattre entre eux en disant, ben non, mais ça, c'est pas un cylindre parce que c'est pas épais, ou ça, tu vois, c'est pas un disque parce que… ce qui est important, c'est le vocabulaire qu'ils vont mobiliser autour de ces objets, vous voyez. Et après, on peut imaginer que ben, s'ils les voient au quotidien, eh ben, ils se posent la question aussi de ce que c'est. Est-ce que le rouleau de scotch, est-ce que je vois un cylindre, ou est-ce que je vois un rond, ou est-ce que je vois un disque? Voilà, et tout ce débat est vraiment intéressant avec les élèves. Donc, on peut le faire à partir de formes. Oh, pardon. Je vous le montre là sur un jeu qui est un peu plus élargi. Vous voyez, on pourrait débattre aussi sur le biscuit que vous voyez en bas à droite. Est-ce que c'est un rond ou est-ce que ce n'est pas un rond? Certains vont nous dire, ben oui, ça a la forme ronde, mais pour autant, c'est cranté, donc on ne peut pas dire que c'est un rond. Et le panneau sens interdit, est-ce que c'est un cylindre ou pas? Certains vont nous dire, ben non, c'est plat. Et d'autres vont nous dire, mais non, c'est bien que c'est épais, donc on peut considérer qu'il y a une épaisseur, donc c'est un cylindre, vous voyez. Donc, on va mobiliser en fait du vocabulaire géométrique et les propriétés aussi géométriques. On peut le faire à partir de jeux comme celui-ci, où là, on va travailler sur les nombres et les numéros. Quels sont les nombres qui ont un sens mathématique ou non? Le numéro du rucher école que vous voyez en haut à gauche, eh ben, il n'a pas de sens mathématique. C'est juste un numéro qui indique le type de… Enfin, comment s'appelle, l'identification en fait, du rucher. Voilà. Donc, on peut travailler aussi sur les grandeurs et mesures à partir de ce panel-là de photos. Là également, un jeu de photos à partir desquels on pourrait les trier selon si c'est des prix, des mesures de masse, des longueurs ou des dates ou des durées. Voilà. Un dernier exemple, vous voyez, à partir là, cette fois-ci, de forme ou de volume. Donc, vous voyez, les élèves, en fait, l'idée, c'est d'amener les élèves à échanger et à justifier, en fait, justifier leur choix par rapport à un classement. Voilà. Donc ça, on peut le faire à partir de la maternelle, vous voyez, à partir du jeu sur les formes. On peut aller jusqu'en CM2. On peut avoir une consigne ouverte en disant on les classe selon les critères mathématiques, ou si on a un objectif de travail précis, ben on va dire mettez d'un côté les quadrilatères et de l'autre côté ben, les autres, ou mettez ensemble les triangles rectangles. Enfin voilà, ça dépend de ce qu'on vise. Autre activité, et là, vous voyez qu'on va commencer à aller vers la lecture d'un énoncé de problème. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on lit un énoncé? Eh ben, on va prélever des informations. Donc là, l'idée, c'est de leur soumettre en fait une photo, et puis on va leur demander tout simplement ben, combien on paierait. Donc ça, c'est un parc-mètre. Donc vous verrez après l'importance aussi de leur donner des photos qui sont de leur environnement à eux, parce que peut-être que pour vous qui habitez à l'étranger, ben, cette photo n'a pas forcément de sens, alors que pour moi, Lana, c'est le parc-mètre qui est dans ma ville. Voilà. Donc là, on va leur demander de trouver combien on paierait si on restait 30 minutes garés sur le parking. Voilà. Donc, ça peut être une consigne qui est donnée par l'enseignant, mais on peut aussi imaginer qu'on fasse écrire des consignes par les élèves et à destination en fait, d'autres élèves de la classe ou d'une autre classe. Autre activité qui peut se faire en fait, sous forme un peu de défi, ça va être d'identifier des éléments mathématiques sur une photo. C'est-à-dire qu'on propose une photo et on essaye de trouver tout ce qui est mathématique dedans. Alors là, pour aller un peu plus vite, eh ben, je vous ai mis les réponses, mais je suis sûr que vous en trouveriez d'autres et que si on proposait ça aux élèves, ils iraient bien farfouiller au fond de la photo pour trouver d'autres éléments. Mais vous voyez que sur une simple photo, on trouve des formes géométriques, on trouve des triangles, on trouve des carrés, on trouve des rectangles, on trouve des altitudes, des mesures de temps, des parallèles, des angles droits, vous voyez, et puis, comme je vous dis, je suis sûr qu'on pourrait en trouver d'autres. Donc, une simple photo peut être très riche. Donc, vous voyez que là, c'est bien l'idée d'ouvrir, d'éveiller le regard mathématique des élèves. À partir de ces photos, eh bien, on va travailler en fait sur les mesures et les ordres de grandeur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on donne un problème à des élèves, par exemple, on demande de calculer le prix de 2 tartelettes,
certains vont nous dire ça fait 346 euros. Et quand on va leur demander, on va leur dire mais ça ne te paraît pas bizarre que ça soit, c'est pas ce prix-là. Mais en fait, pour l'élève, ce n'est pas bizarre. Il n'a aucun regard critique sur son résultat parce que ces ordres de grandeur que nous, on a construits, peut-être de façon innée, voilà, eh ben, lui, il ne les a pas forcément construits. Alors, certains, oui, parce qu'ils vont s'intéresser au prix, ils vont s'intéresser au nombre autour d'eux, mais d'autres, peut-être pas. Donc là, l'enjeu, c'est qu'on va travailler à partir de vraies grandeurs et ça va contribuer, en fait, à les construire. C'est-à-dire que du coup, on va s'intéresser au prix et on va savoir qu'une tartelette, ben, ça coûte à peu près entre 3, 4, 5 euros. Voilà, mais pas plus. Si, par exemple, on leur demande de calculer la vitesse moyenne d'une voiture pour aller de Marseille à Paris, si l'élève trouve 340 km/h, eh ben, il va peut-être se dire mais c'est bizarre parce que tous les panneaux qu'on a étudiés en classe, eh ben, ils étaient à peu près entre 30 et 130. Une voiture, ça ne roule pas plus que 130. Donc, mon résultat, il y a un problème. C'est-à-dire que soit j'ai fait une erreur dans mon opération, soit je n'ai pas utilisé la bonne opération. Donc, vous voyez, si on les aide en fait à construire ces ordres de grandeur, eh ben, ils vont avoir un regard critique sur le résultat qu'ils donnent. Parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les élèves font un problème et à partir du moment où ils ont fait leur petite cuisine et qu'ils ont fait leur opération, pour eux, c'est fini. Voilà, il n'y a pas de réflexion derrière. Donc, voilà encore un autre enjeu de la photo. Donc là, on va vers une activité, on va dire, un peu plus classique, c'est-à-dire résoudre un problème. Donc, vous voyez encore un énoncé où il n'y a aucune donnée à l'intérieur. Combien de boulons devrais-je dévisser pour enlever toutes les roues de ma voiture? Il y a un prof d'université qui a remarqué, il a dit, il y a la vidéo sur le site Matanville, je vous présenterai ça après, il s'est aperçu que plus il donnait d'informations à ses étudiants, eh ben, moins ils devenaient autonomes et moins ils trouvaient la solution, on va dire. Et à partir du moment où ils donnaient moins d'éléments, eh ben, les élèves allaient devoir rechercher des informations et du coup faisaient des recherches en fait et puis des devoirs plus pertinents. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va devoir se poser la question, ma voiture, donc déjà, on prend conscience qu'il y a des boulons aux roues, donc on va pouvoir à chaque roue, donc on va pouvoir les compter. Et puis, on va se poser la question, alors ce n'est pas compliqué, mais pour autant, on va se dire, mais il y a combien de roues à ma voiture? Il y a 4 roues. Sur chaque roue, il y a 5 boulons. Et vous voyez que donc, le 4 et le 5 n'ont pas le même statut. Et on a très peu de chances que l'élève fasse 4 plus 5 parce qu'ils n'ont pas le même sens, ces deux nombres. Donc, ils vont faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 4 fois ou faire 5 multiplié par 4 pour trouver en fait le nombre de boulons. Alors, comme je vous disais, on ne va pas proposer, alors je vais prendre un exemple franco-français, je suis désolé, hein, mais on ne va pas proposer à un élève qui habite en Bretagne de faire un problème à partir du débit des remontées mécaniques. Parce que nous, moi j'habite en Haute-Savoie, à la montagne, et on ne va pas proposer non plus à un élève de Haute-Savoie de faire un problème avec les coefficients de marée, parce que ça ne va pas lui parler. Donc l'idée, c'est bien de s'appuyer sur des photos qui sont vraiment très proches des élèves, qui sont autour de l'école, qui sont dans le quartier, qui sont au supermarché où ils ont l'habitude d'aller. Donc, à quoi ça sert de faire une balade mathématique, une sortie mathématique? Eh bien, c'est qu'on va pouvoir collecter. Alors, pardon, cette sortie, on n'est pas obligé de la faire loin. On peut la faire dans la classe. On peut photographier toutes les formes rondes qu'il y a dans la classe, par exemple. On peut la faire dans la bibliothèque de l'école, comme vous avez vu. On peut la faire dans la cour de l'école. On peut profiter en fait d'un déplacement pour aller au gymnase ou pour aller à la piscine, pour regarder ce qu'il y a autour de nous. Ou on peut faire une sortie spécifique au supermarché avec un objectif précis on travaille sur les décimaux et on va prendre en photo tous les nombres décimaux et après on va en faire des problèmes. Voilà. Donc, durant ces sorties, on va collecter un panel de photos qui vont servir de base pour faire les activités que je vous présente. Vous voyez, des activités de catégorisation, des activités d'écriture de problèmes ou de résolution de problèmes. Mais il faut que ces photos leur parlent, parce que s'ils ne comprennent pas ce qui est dessus, ils ne vont pas y mettre du sens. Voilà. Donc, sortie mathématique, alors là, on n'a rien inventé. De toute façon, dans tout ce que je vous montre, on n'a rien inventé. Hein. On a pioché des idées à droite et à gauche. Hein. Voilà. Restons modestes.
c'est Freinet qui faisait déjà ça avec ses élèves. Il faisait des sorties mathématiques. Et puis, donc, il les initie en fait à repérer dans leur environnement, surtout les formes géométriques. Voilà. Une autre photo et une autre activité, donc c'est tout l'aspect création d'énoncés de problèmes. Parce qu'on se dit que à partir du moment où un élève, en fait, il est capable de créer un énoncé de problème, c'est qu'il va en comprendre les codes, et s'il en comprend les codes, eh ben, il va être mieux à même après de les résoudre. Donc, je vais vous laisser un peu réfléchir pendant 1-2 minutes, mais assez rapidement. C'est peut-être d'inventer un problème qu'on peut faire à partir de cette photo. Donc, cette photo indique donc, le nombre de places libres sur un parking. Donc, je vous laisse peut-être 2-3 minutes pour imaginer un problème. Après, je vous en proposerai d'autres. Vous me direz si, vous me direz. Vous verrez si vous avez à peu près les mêmes, mais on peut en faire plein. Alors, ce qui est intéressant en plus sur cette photo, si vous l'utilisez avec des élèves, c'est que le nombre de places libres, quand il augmente, donc quand le nombre augmente, 107, 108, 109, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le nombre de voitures, lui, il diminue. Donc, c'est vraiment intéressant, ça, au niveau du sens, à proposer en fait, aux élèves. Et puis, quand j'ai pris la photo, vous savez, et je pense qu'on peut parier que les élèves feront la même chose, parce que moi, je l'ai fait, je suis encore un grand enfant. J'ai attendu devant le panneau, j'ai attendu qu'une voiture rentre ou sorte pour voir dans quel sens évolue le panneau. Et vous voyez que si on le fait de nous-mêmes, et ben, du coup, les élèves, je veux dire, si on réfléchit sur ça en classe, on peut espérer que les élèves, en fait, ils fassent des maths sans nous. Donc là, on a tout gagné. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si vous avez le temps de réfléchir sur un énoncé de problème parce que j'ai parlé en même temps. Mais je vous en soumets 3. Je suppose que vous avez trouvé à peu près les mêmes, mais après, on peut en trouver des bien plus complexes avec des fractions. S'il y a 3/4 des voitures qui sortent, combien il va en rester? Voilà. Donc, je vous lis les 3 là. Vous pouvez les voir. 34 voitures entrent. Quel nombre va s'afficher sur le panneau? Vous voyez, vous avez cette idée que des voitures entrent. Et qu'est-ce qui se passe chez les élèves, chez certains? En fait, ils prennent des fois des indices dans les énoncés, des indices qui ne sont pas mathématiques, et du coup, ils en déduisent une opération. Donc, vous voyez que souvent, quand on dit on entre, eh bien, on va rajouter. Sauf que là, il ne faut pas les ajouter, il faut les enlever, puisque si les voitures elles entrent, le nombre de places va diminuer. Il y a 5 minutes, le panneau affichait 134, combien de voitures sont entrées? Ou le parking contient 250 places, combien sont occupées? Voilà. Donc, on peut imaginer, à partir d'une photo, plein de situations. Et puis, les élèves, sur ce plan-là, ils sont très créatifs. Alors, activité ultime, on va dire, c'est imaginer des situations mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par situation mathématique? Je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus clair. En fait, c'est une histoire qui va utiliser les données qui sont sur la photo et dans laquelle je vais faire une opération. Alors, je vais vous faire un exemple très simple. Par exemple, je suis parti de chez moi. Donc ça, c'est un panneau, excusez-moi, peut-être qu'il faut que je précise, je ne sais pas, mais c'est un panneau donc, qui est… il y a des panneaux comme ça sur une montée pour arriver jusqu'à notre station de ski qui s'appelle Plaine-Joux, et tous les kilomètres, en fait, il indique le nombre de kilomètres restants. Voilà. Donc si je fais… Et puis le pourcentage, en fait, entre le pourcentage mais la pente, en fait, entre 2 panneaux. Donc, si je vous fais une petite histoire, ça peut être, je suis parti de chez moi, j'ai fait 12 km, et quand je serai arrivé à Plaine-Joux, j'en aurais fait 25. Donc, elle est très basique, mais vous voyez que j'ai utilisé la donnée qui était sur la photo, et j'ai dû faire une opération pour raconter mon histoire. Donc, à partir d'une simple photo, vous voyez comment, en fait, là aussi, on va pouvoir différencier les activités qu'on va donner aux élèves. Si je prends cette photo, et si on fait un petit flashback en arrière sur ce que je vous ai présenté, eh ben, on peut très bien faire une simple lecture, une simple recherche de données sur la photo. On peut rechercher par exemple des éléments géométriques, des angles droits, des formes.
on peut créer un énoncé de problème, on peut en faire inventer un, ou on peut aller jusqu'à, mais comme je vous ai dit, imaginer des situations mathématiques justement pour ces élèves qui comprennent tout de suite et qui n'ont pas de problème en résolution de problème, mais on peut les pousser un peu dans leur retranchement avec des activités de ce type. Voilà. Après, on pourrait inventer d'autres situations, d'autres activités à partir de photos, et on en voit défiler plein. Après, je vous présenterai un lieu en fait où on les répertorie un peu, mais il y en a d'autres. Ça, c'est juste un petit panel. Donc, je vois que l'heure tourne, et je voulais vous présenter quand même, parce que tout ça, c'est bien beau, mais sur quelles ressources en fait on peut s'appuyer. Comme ça, je garde aussi un peu de temps pour les questions, parce que je crois qu'on a jusqu'à 19 heures, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, Oui. d'accord. Alors, les ressources. Donc, on a un site Mathsenvie sur lequel, en fait, vous allez retrouver toutes les activités que je vous ai montrées de façon plus détaillée. Vous allez retrouver également les enjeux de notre dispositif, une rubrique qui s'appelle Maths en classe. En fait, ce sont des enseignants qui nous envoient ce qu'ils ont fait avec leurs élèves, des activités ou même des problèmes qu'ils leur ont proposés. Donc là, vous allez voir plein de situations et c'est rangé selon les niveaux de classe, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, collège, lycée ou même enseignement spécialisé. Vous allez voir des enseignants en SECPA, en Ulysse École, en EREA, en fait, qui ont proposé des situations avec leurs élèves. Voilà. Il y a également, pour approfondir peut-être la réflexion, une rubrique maths et didactique. Donc, ce sont des ressources sur lesquelles en fait, on s'est appuyé. Maths ailleurs, ce sont des dispositifs ou des activités qui sont un peu similaires et qui se rapprochent, qui sont dans le même esprit que ce qu'on propose. Et puis, vous allez avoir aussi un espace ressources avec des défis, des rallyes, des activités, plein de choses qui sont prêts à être utilisées en fait avec vos élèves. Voilà. Donc, l'adresse, vous la voyez en bas, mais je pense qu'après, on peut vous la transmettre. On propose également sur notre site un projet collaboratif en fait, qui permet, donc ça c'est prêt à l'emploi, c'est une progression sur une année scolaire et qui permet en fait à 2 classes de collaborer autour de photos. Il y a une première période en fait où on travaille un peu chacun dans sa classe de septembre à octobre et où on essaye de voir comment on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de photos. Et ensuite, on va mobiliser des activités que je vous ai présentées autour de l'espace et de la géométrie dans un premier temps, ensuite les nombres et calculs pour aller vers des choses plus complexes sur les grandeurs et mesures et finir en fin d'année par des échanges en fait, de défis entre classes. Donc, si vous souhaitez engager un travail avec une autre classe, ben, vous avez un projet là qui est prêt à être mis en œuvre. Voilà, donc c'est disponible également sur le site. On propose chaque année des défis ou des rallyes dans le cadre de la semaine des mathématiques. Voilà. Donc, alors là, même si le thème change chaque année, pour autant, les problèmes restent d'actualité. On peut toujours les proposer, même s'ils ont été créés il y a 2 ou 3 ans. Alors là, on va être sur des problèmes de recherche, en fait, des problèmes qui vont demander à faire des essais-erreurs, qui vont demander à faire des schémas ou des calculs, voilà, ou plein de calculs. Ce n'est pas un problème qu'on appelle, nous, les problèmes atypiques et non pas les problèmes prototypiques. Et ça, tout ça, on précisera tout ça dans le deuxième volet, voilà, pour que vous reveniez. Donc là, on est plus donc, sur des problèmes atypiques, des problèmes de recherche. Donc, on en propose plein sur le site. On relance là, cette semaine-là le réseau social élève. Alors, c'est quoi? C'est un fil de discussion mathématique qui est pour chaque cycle. C'est-à-dire que, donc ça se passe sur Twitter, et l'idée, c'est quoi? C'est que les classes, en fait, postent en fait, des photos avec des énoncés de problèmes et que d'autres classes, en fait, puissent réagir sur ces photos-là et ces problèmes. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être proposer une solution
ou proposer une solution qui est peut-être plus pertinente ou plus avec avec une procédure de résolution qui est plus rapide que l'autre classe, où elle va peut-être dire, ben, tiens, l'énoncé de problème, il est intéressant, mais il nous manque une donnée pour pouvoir le résoudre. L'idée, c'est vraiment d'engager une discussion mathématique entre classes autour de la résolution de problèmes et en même temps d'utiliser en fait un réseau social, peut-être de changer cette image-là auprès des élèves, auprès des parents, auprès des enseignants aussi, et de se dire que sur un réseau social, on peut faire des choses futiles, mais on peut aussi apprendre. Et c'est une façon, plutôt que d'aborder les réseaux sociaux toujours sous le prisme des dangers et puis de ce qui peut se passer dessus de pas bien, on va dire, et peut-être de travailler les usages responsables et citoyens autour de l'usage pédagogique. Et bien sûr, on va aussi aborder, on va aussi échanger avec les élèves sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, est-ce qu'on a le droit de publier une photo avec un élève ou pas, mais au moins ça se fait de façon en fait positive. Donc, cette action-là, elle est décrite sur le site et on a proposé en fait pour chaque cycle en fait une thématique sur chaque période. Donc, soit on participe seul avec sa classe, soit on participe en interaction avec une autre classe. Mais sur un réseau social, on n'est jamais seul puisqu'en fait, on va participer avec toutes les classes qui sont inscrites sur ce réseau social Twitter. Voilà ce que ça peut donner. Alors, je passe rapidement. Après, je vous mettrai le diaporama à disposition. Il n'y a pas de souci. Quelques exemples, en fait, de postes, de classes. Ça va, vous voyez, la maternelle, en fait, au CM2, en passant, je vois, par des classes du lycée-école. Donc, c'est vraiment des situations, des problèmes que vont se poser les élèves entre eux. Les activités que je vous ai décrites, on en a fait une publication. C'est-à-dire qu'on les a détaillés en mettant les objectifs, en mettant des prolongements, des liens interdisciplinaires, des critères de réussite, en proposant aussi des photos qui sont exploitées, et puis un logiciel aussi qui permet de faire des activités de catégorisation avec les élèves et puis d'annoter les photos, et même qui permet aux élèves de réaliser très simplement des photos problèmes à soumettre sous un format imprimable qu'on peut après partager dans la classe ou avec d'autres élèves. Notre méthode d'enseignement de la résolution de problèmes, je n'en parle pas aujourd'hui parce que ça sera pour la prochaine fois, voilà, je ne vais pas aborder. Sinon, on a participé en fait à un manuel de mathématiques dans lequel voilà, on a pu développer notre démarche. Donc, c'est pour les CM1 et les CM2, donc les élèves de 10-11 ans. Voilà. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On met à disposition en fait toutes les photos qui peuvent servir de base à des activités mathématiques. Donc, vous les retrouvez sur notre compte Instagram. Sur le compte Twitter, vous pouvez suivre l'actualité, ce qu'on fait, ce qu'on publie ou des échanges même entre enseignants. Idem sur Facebook, où on a une page et puis un groupe où des enseignants échangent autour des activités qu'ils proposent. Et puis, j'ai mis le petit logo à côté. On fait partie de TADAF, en fait, qui est les tweet classes et dispositifs associés auxquels appartient l'ActuveP. Donc, tous ces dispositifs qui proposent des activités autour de Twitter, bien que nous, ça ne soit pas l'axe central de ce qu'on propose. On va dire que c'est une brique, une brique annexe. Voilà. Suite en fait aux nombreuses sollicitations d'enseignants qui voulaient participer avec nous et co-construire, on a créé donc une association qui s'appelle Batenco. L'idée, c'est de créer des collectifs qui produisent des activités ou des séances à destination des collègues. Et on a quand même l'honneur d'avoir donc Charles Torossian, initiateur en fait du plan mathématique en France ici, et Philippe Rodeur, notre inspecteur de circonscription, qui nous soutiennent dans nos actions. Voilà. On travaille dans le primaire, donc vous savez que dans le primaire, en fait, on touche à tout, on touche aux maths, au français, donc on est bon à tout faire, mais bon à rien faire au final parce qu'on est spécialiste de rien. Donc on se questionnait quand même sur notre légitimité par rapport à ce dispositif et on a été un peu rassuré par la distinction qu'on a obtenue donc du prix Jacqueline Ferrand de la Société mathématique de France qui a récompensé notre travail par ce prix donc en 2018, donc on se dit qu'on n'est pas totalement dans le faux. Voilà.
finit juste par des relais qu'on a pu avoir ou des soutiens, que ce soit par la CARDI, donc c'est la cellule, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est tous les dispositifs un peu innovants qui soutiennent, voilà, par la DAN, la direction numérique, par Ludovia qui nous a invités plusieurs fois à présenter notre dispositif, ou le café qui nous a relayé du CAVOC, Ludomac, voilà, où on fait partie également de la MHM, voilà. Donc on est assez fiers de tous ces relais qu'on a par rapport à notre dispositif. Et je vois que c'est 18h56. Du coup, il y a un peu de temps pour des questions. J'espère que ça n'a pas été trop marathon. Non, pas trop marathon, mais envie de dire merci mille fois et ne pas douter, oui, bon à tout, parce qu'il y a des classes un peu partout qui vous suivent. Alors, je vais peut-être poser la première question, Christophe, qui est tombée dans la boîte. C'est Sylvia Aka qui demande, est-ce que la boîte à énigmes d'hémateuristique MHM est basée sur Matanvi? Alors, comment dire? En fait, je ne vais pas critiquer MHM parce que c'est une méthode que j'aime beaucoup, parce qu'il y a plein de situations en fait, qui sont intéressantes dedans, il y a plein de jeux. Donc, les situations, les activités qui sont proposées sont très pertinentes. Après, l'écueil, c'est qu'on n'organise pas forcément dans cette méthode, ou ce n'est pas forcément dit explicitement, ou alors on ne lit pas assez le guide du maître, mais on n'échange pas autour de ce qu'on a fait, des stratégies qu'on a utilisées, de à quoi ça sert. Et du coup, il y a des élèves qui ne voient ça que comme un jeu. Alors, les bons, ils font le lien avec les maths, mais ceux qui ont le plus de mal, eh ben, eux, ils sont dans l'activité et ils ne sont pas dans les maths. Voilà. Et par rapport à la boîte, eh ben, le problème, c'est que les situations sont intéressantes, mais ces problèmes sont tout mélangés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de transformation, des problèmes de comparaison, des problèmes de réunion partage, des problèmes atypiques, des problèmes, voilà, tout est mélangé. Donc, ça peut être bien, à la rigueur, pour un entraînement, on va dire, mais pour un apprentissage structuré, c'est ce que j'en parlerai la fois prochaine, vers un apprentissage, on va dire, structuré et explicite de la résolution de problèmes, je dirais que ce n'est pas adapté. Voilà. Mais pour autant, les problèmes sont intéressants. Ça dépend après comment vous les utilisez. Alors, merci beaucoup pour la réponse qui est claire. Je pense qu'on a tous compris les entrelignes. Frédéric, qui est à Atlanta, demande comment vous organisez le partage des stratégies des élèves dans la classe. Alors, après, ça va dépendre à partir de quel type de problème on travaille. C'est-à-dire que si on travaille à partir des problèmes atypiques, où là, il va y avoir plein de démarches, ça peut être intéressant au tableau, effectivement, de les juxtaposer et puis de voir peut-être lesquels sont plus rapides, lesquels sont plus efficaces ou lesquels sont peut-être plus simples. Voilà. Mais si on travaille, si on travaille avec ce qu'on appelle les problèmes prototypiques, donc c'est les problèmes qui se résolvent, les plus classiques, en fait, qui se résolvent avec une opération, une addition, une soustraction, une multiplication, une division. Là, je vous montrerai la fois prochaine comment on peut organiser en fait une mise en commun autour de la modélisation en barre, qui, à mon sens, est un outil très pertinent parce que ça nous fait un support commun d'échange. Voilà. Mais je ne développerai pas, sinon ça va être trop long. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi ouvrir le micro. Alors, tu ne vois pas, Christophe, mais il y a une montagne de merci, merci beaucoup, très intéressant, envie de se lancer, qui tombe dans la boîte de chat. On continue. Super, certains sont vraiment convaincus. Jamila Azam est vraiment convaincue. Donc, on est ravis parce que je pense que ça fait une grande différence dans la vie des élèves au quotidien de pouvoir utiliser ce type de référence. Trop bien, Olga. Et Christian, je te remercie. Voilà. Ouais. Ce que je vous disais, c'est vrai que travailler à partir de photos, ça va permettre de favoriser l'engagement des élèves, mais ce n'est pas suffisant, on va dire, pour enseigner la résolution de problèmes. C'est-à-dire que pour l'enseigner, il faut vraiment avoir un enseignement explicite et structuré. Donc ça, je vous le présenterai la fois prochaine.
Et donc ça, c'est le teaser pour la fois prochaine, puisque Voilà. Christophe viendra nous retrouver au mois de janvier. On vous invite à vous inscrire. La session sera bientôt en ligne et à venir avec vos collègues, à vous dire, tiens, on va venir à 2 et à 3, regarder un peu comment la vie peut se passer de ce côté-là du monde. Et puis, expliciter, enseigner, je pense que ça fait écho à des choses qu'on est en train de nous vivre en ce moment. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il est là, on l'a avec nous, donc branchez le micro. Est-ce qu'on peut avoir votre vidéo pour les collègues? Oui, Sylvia, on a tout enregistré et comme à chaque fois, on va la poser sur la page de la formation et je vous l'envoie dans la soirée. Après, il y a notre adresse donc, qui s'affiche. N'hésitez pas, si vous avez, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à nous écrire. Linda attend la prochaine fois avec impatience. Olivier nous dit que le site est top. Alors, il est très riche, mais du coup, très dense. Alors, parfois, on peut s'y perdre aussi. C'est l'inconvénient, voilà. Donc, j'espère que vous n'y perdrez pas trop. Moi, je vous y souhaite de vous y perdre beaucoup et d'y passer un temps infini. Non, parce qu'il n'y a pas que les maths non plus. Hein. C'est un peu central. Alors, est-ce que les réseaux, Cécile Rollin demande, est-ce que les résolutions de problèmes peuvent s'adapter aux petites sections? Alors là, on ne va pas être vraiment sur la résolution de problèmes, mais on va être sur, avec eux, les petites sections, il faut quand même rester sur la manipulation et sur les objets tangibles. Partir de photos, c'est un peu plus compliqué, à part si on utilise des photos de la classe sur lesquelles on va pouvoir travailler sur les formes, par exemple. Voilà. Mais les problèmes en soi, il vaut mieux le faire, à mon sens, sur des objets de la classe ou sur les doigts. À partir de photos, déjà, disons que c'est une étape vers l'abstraction. Voilà. Tadi nous dit, vivement la prochaine session. On a janvier, et il y en a, ils vont ronger leurs freins en attendant. Hein. Après, vous pouvez piocher quelques petites choses sur le site. Voilà. Oui, effectivement, il va falloir, certains disent, on sort l'appareil photo dès ce soir. Ouais, on peut sortir l'appareil photo dès ce soir. D'ailleurs, moi, je vais vous envoyer la vidéo ce soir et je vous enverrai le diaporama si tu me le partages, Christophe, pour qu'ils aient le support de se souvenir. Oui, il n'y a pas de souci. Après, voilà, nous, on veut le diaporama, on le partage en fait avec tous les participants. On ne veut pas qu'il soit publié parce qu'en fait, parce qu'il ne se suffit pas lui-même, je veux dire. Et donc, quand on le regarde, quelqu'un qui n'a pas participé en fait à la formation, il n'a pas d'information parce que vous voyez, c'était juste le support à ce que je disais. Et moi, il n'y a aucun souci pour que je le partage avec vous et puis que vous l'envoyiez en fait à tous les participants. Hein. Il sera juste posé sur le site de la formation et pas diffusé juste aux gens qui sont là. Super. Voilà, c'est pas qu'on veut le cacher, si vous voulez, mais on peut pas le regarder si on n'a pas participé à la formation parce qu'on ne comprend pas. Exactement. Il ne se suffit pas. Il y a encore beaucoup à faire. Donc peut-être que vous allez regarder votre environnement différemment ce soir. J'espère. Ce soir, nous c'est le soir, mais vous c'est peut-être le matin, hein, je veux dire. Donc. Alors, pour ceux qui sont encore là, je vais faire quelque chose d'un peu inhabituel que je ne fais jamais. C'est-à-dire que quand je vous envoie à la session, je vous envoie juste la vidéo et je mets tout le monde en CCI. Et pour une fois, je ne vais pas te mettre tout le monde en CCI, je vais mettre tout le monde en CC. Et puis, ce serait sympa quand même de nous envoyer une photo de votre environnement proche, au moins pour remercier Christophe qui est là, parce que je pense que des photos d'Égypte ou des photos du milieu particulier au fin fond du Maroc ou dans certaines villes d'Espagne, ça pourrait être un remerciement gentil, merci. à la hauteur de ce qu'on vient de vivre là et qui viendrait d'un peu partout dans le monde. Voilà ce que je vous propose quand je vous envoie ce soir. Je mettrai tout le monde en CC. Et si vous êtes à l'aise avec un logiciel de dessin, les pyramides, vous pouvez identifier les triangles sur la photo. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.